Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. On va parler ce soir de rééducation, l'autre combat des soldats après avoir été blessés sur le champ de bataille, que ce soit à Gaza, en Judée-Samarie ou au Liban. Pour commencer d'abord avec vous, Chani Guidalia, bonsoir. On va parler justement de ces unités médicales qui sont au cœur véritablement de cette guerre. Oui Mathias, les médecins militaires ont véritablement un rôle crucial. Pourquoi crucial? Déjà parce qu'ils ont l'expertise médicale qui est requise, mais ils ont aussi les capacités opérationnelles puisqu'ils opèrent au cœur des zones de combat. Maintenant, il faut savoir que pour prodiguer des soins de façon immédiate aux blessés en zone de combat, eh bien, ils ont une expertise particulière. Ils sont formés déjà en médecine de combat pour soigner les blessés sous le feu ennemi. Ils sont formés en gestion des blessures complexes, puisqu'il y a aussi des blessures dues à des explosions ou à des tirs. Ils sont formés en psychologie du blessé, au cas où le blessé aurait soudain un état de stress. Ils sont aussi des combattants, ils ont un profil de combattant, et sans oublier le côté éthique, puisque beaucoup de ces médecins ont dû soigner des civils palestiniens dans la bande de Gaza qui nécessitaient des soins urgents. Maintenant, il faut savoir qu'ils ont aussi des équipements spéciaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent des technologies avancées. Donc ça peut être par exemple des brancards blindés, des drones de reconnaissance pour localiser notamment les blessés quand ils se trouvent dans des zones qui sont inaccessibles. Et enfin, il faut noter qu'au Liban, eh bien, les combats avec le Hezbollah ont posé plusieurs menaces supplémentaires. Déjà, le fait que les soldats opèrent dans des zones, dans des régions montagneuses, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les médecins qui sont avec eux et qui les accompagnent pendant les opérations. Ils doivent aussi soigner des blessures complexes, comme je l'ai dit, avec des explosifs ou même des missiles guidés par exemple. Et donc on comprend pourquoi leur rôle est crucial. Ils accompagnent les soldats sur le terrain et ils opèrent en tant que médecins. Merci Chani. Alors justement, je vais donner la parole à deux d'entre eux. Merci d'être avec nous, Shahar et Sagui. Merci d'être avec nous, messieurs. Je disais véritablement, on parlait du rôle des unités médicales dans la guerre. Est-ce que pour vous, ces médecins, ces paramédics, ces infirmiers vous ont sauvé déjà sur le terrain? Sans eux, vous ne seriez pas là aujourd'hui. En effet, on peut dire ça, que les soins prodigués par Tsahal ont été très importants pendant cette guerre, c'est soigner les blessés sur le terrain. Et bien sûr, nous faisons partie de ceci. En effet, nous en sommes le résultat. Sagui, je vois que vous portez un bandeau autour de votre œil. C'est une blessure qui n'aurait pas pu être traitée véritablement avant d'arriver en Israël. Est-ce qu'ils vous ont sauvé votre œil pour l'instant? Est-ce que les médecins ont réussi sur le terrain même, après ce jet de grenade, à vous sauver? Oui, on peut dire ça. Sur le terrain, j'ai été blessé par une grenade, 2 éclats qui me sont entrés dans l'œil. Et sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose à faire pour dire la vérité, mais ils ont fait le nécessaire pour stériliser, pour qu'il n'y ait pas de dommages encore qui soient provoqués jusqu'au moment où je suis rentré en Israël. Et là, très rapidement, j'ai été opéré. C'était une opération compliquée qui a duré 4h30. Et en fait, maintenant, je suis en réhabilitation, rééducation de l'œil, et j'essaie de recommencer à retrouver la vue. Quand on a voulu construire cette émission avec vous, messieurs, on s'est dit que véritablement la rééducation, c'était l'autre combat, un autre combat qui commençait au-delà du champ de bataille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que c'est pour vous un autre combat? Oui, sans aucun doute. Cette réhabilitation, ce retour à la vie, est un combat en tant que tel, que ce soit physiquement, se remettre en forme physique, recommencer à apprendre à marcher ou à voir, et puis surtout la réhabilitation psychologique, parce que tout ce que l'on vit là-bas, ça n'est pas simple. Il y a beaucoup de guerres
de combat en fait pour revenir à une vie quotidienne. Je sens aussi que ma réhabilitation était la continuation directe du combat que j'ai vécu, des combats que chacun d'entre nous a vécu. En fait, c'est quelque chose qui se poursuit et continue encore. Et là, ici, à l'hôpital, en réhabilitation, ça fait partie intégrante de cet événement depuis la bataille, depuis la blessure, depuis le champ de guerre et jusqu'à une totale récupération. Où en êtes-vous là actuellement de votre processus de réhabilitation, de rééducation, justement? Moi, je suis à une étape critique jusqu'à présent. J'étais en chaise roulante. Et depuis une semaine et demie, j'ai recommencé à utiliser des béquilles à marcher. Et on commence à voir la réaction de la jambe, comment je répartis le poids sur mes jambes. Et c'est là les progrès après cette grave blessure que j'ai subie. Moi maintenant, je suis à mi-chemin. J'ai passé une première étape de réhabilitation pour les blessures à la jambe, surtout. Donc réapprendre à marcher. Et à l'avenir, je reviendrai dans 6 mois pour faire une deuxième session pour m'occuper de mon œil et repasser quelques opérations encore. Bon, je suis à peu près à mi-chemin. Messieurs, restez avec nous, on va parler justement avec vous juste après ce reportage, ce magnifique reportage préparé par Shani Guidalia sur justement ce processus de rééducation. On en a rencontré certains au cours de leur processus. Un magnifique reportage de Shani, on en parle juste après. Après 14 mois sur le champ de bataille, tous les soldats ne rentrent pas indemnes des combats. Certains ont la chance de retrouver leur foyer, d'autres affrontent une toute nouvelle réalité. Celle de la rééducation physique et mentale pour reconstruire leur corps et leur vie après les blessures. Ici à l'hôpital Shebat El HaShomer, le plus grand hôpital du pays, un département dédié à leur rééducation a été ouvert. Plusieurs centaines de soldats y ont été admis depuis. Les blessures visibles ne sont qu'une partie de l'histoire. Derrière ces visages et ces sourires, des combats intérieurs se déroulent chaque jour. Le 22 octobre dernier, on était en réserve dans la région de Kiryat Shmona. Il y a eu une alerte, ce qui nous laisse seulement 15 secondes pour se mettre à l'abri. Quelques secondes plus tard, l'une des roquettes est tombée à quelques mètres de nous. Dans la roquette elle-même, il y avait plusieurs petites billes en métal. Quand il y a un impact, elles volent dans toutes les directions et elles ont touché notre véhicule blindé dans lequel on s'était mis à l'abri. Et comme la porte était un peu ouverte, des billes sont entrées par la porte. L'ami qui se trouvait à côté de la porte a été tué. Il s'appelait Sahar Navarsky. Nous avons été blessés et nous avons reçu des éclats d'obus dans les jambes. Et j'en ai reçu un dans la cuisse droite qui m'a écrasé les os. Je suis réserviste dans la brigade Alexandroni. J'ai 27 ans et comme tout le monde, j'ai été appelé le 7 octobre. Et après déjà 300 jours de réserve, on a été envoyé au Liban. En entrant dans un premier village, on a tout nettoyé et retiré les armes. Puis nous sommes entrés dans un autre village pour faire la même chose. 12 heures après, je reçois l'ordre d'entrer dans une maison en particulier. On s'en rapproche, on se trouve dans le jardin de la maison. Et à 3 mètres de moi, il y avait un terroriste qui était caché derrière un mur et qui a vidé ses 3 cartouches sur nous, 90 balles. 2 d'entre nous ont été blessés sur le coup. J'ai été grièvement blessé, avec 2 perforations au poumon. La balle s'est écrasée sur la clavicule, j'ai eu des côtes cassées. J'ai également reçu une balle dans la hanche. Chaque blessure raconte une histoire unique. Une explosion, une balle, une chute. Mais le véritable défi commence ici, à l'intérieur des salles de rééducation. Alon nous laisse assister à l'une de ces séances. Pour lui, chaque effort est une véritable victoire. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me tenir debout. Et elle m'a dit « Je n'y crois pas. Je veux que tu restes debout. »
Elle s'est battue avec moi à ce sujet. Mon pouls était à 140, mais j'étais capable de marcher et j'étais super ravi. Cela m'a donné plus de motivation pour continuer. En fait, je fais de la physiothérapie tous les jours. J'ai des traitements psychologiques, même de l'ergothérapie avec d'autres activités comme de la méditation, du yoga, même de la peinture, beaucoup de bonnes choses. Je fais aussi de l'hydrothérapie maintenant que mes plaies sont refermées. Je peux entrer dans l'eau. Je peux réellement marcher dans l'eau sans béquille, ce qui est incroyable pour moi. Et toutes ces étapes m'aident vraiment dans ma récupération mentale et physique. À l'hôpital Sheba, chaque soldat reçoit un traitement en sur-mesure. Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ou psychologues, ces professionnels combinent expertise médicale, soutien psychologique et technologie de pointe pour aider les patients à retrouver leur autonomie, apprendre à marcher avec une prothèse, regagner de la mobilité après des mois d'immobilité ou encore surmonter la peur et la douleur liées aux souvenirs de guerre. L'avantage principal que nous avons à Shibat El HaShomer par rapport aux autres endroits, c'est que nous avons tout in-house. Par exemple, on reçoit un soldat blessé, le chirurgien vient le voir, il peut directement faire le scanner à côté et ainsi de suite. S'il a besoin d'une salle d'opération, ce sera sur place, puis passe au service de rééducation. Les médecins utilisent des équipements innovants, comme des exosquelettes ou des systèmes de réalité virtuelle, pour stimuler la mobilité et la réactivité des membres blessés. Avec le service de rééducation Chosrim Lechaim, on a environ une cinquantaine de médecins, ce qui n'est pas beaucoup en soi parce qu'on continue à se développer avec des services différents et des postes différents. Et on a plus ou moins 200 infirmières, chacune affectée à un département spécifique. Aux côtés des équipes médicales, les volontaires aussi jouent un rôle crucial dans la rééducation des soldats blessés. Je passe du temps avec eux, je les fais rigoler, j'essaye de trouver des solutions pour leurs problèmes, je suis en contact avec les familles pour voir s'ils ont besoin de choses, on fête les anniversaires, on vient juste les voir et passer du temps avec eux, qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils sachent qu'on est là. Ils méritent que la population se mobilise pour eux après s'être sacrifiée pour nous. Ces bénévoles apportent avant tout un soutien moral, qu'il s'agisse d'accompagner les soldats lors de leurs séances de rééducation, de partager un moment d'écoute ou même d'organiser des activités qui leur permettent de sortir du cadre hospitalier. Quand on voit un jeune de 18 ans, 19 ans, c'est un enfant. Et quand on sait qu'il est allé se mesurer au Hamas à des terroristes, qu'il s'est pris des balles, qu'il a été au milieu d'une explosion et qu'il te regarde avec un sourire et qu'il est content de te raconter ce qu'il a vécu et qu'il sait qu'il va s'en sortir, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne s'en sorte pas, qui en est nous pour se plaindre et qui en est nous pour ne pas venir les voir. Donc je crois qu'en fait c'est un du donnant-donnant. Il m'apporte de la force et apparemment j'en rapporte. Au-delà des bénévoles, des organismes apportent leur aide et leur contribution. Eliashiv, que nous avons interrogé, est plus qu'un réserviste mobilisé. Il est également un secouriste et ambulancier volontaire au sein de Sauveteurs sans frontières. L'organisation a développé un projet unique, créer des kits dédiés à la mémoire des 366 victimes du festival Nova. Ce qu'on essaye de faire, c'est technique. Le kit, il est technique. Il vient, il va aller chez un secouriste, il va être dans son coffre et il va sauver des vies, mais on essaye de mettre une vie dans ce projet. Et pour moi, la vie dans ce projet, c'est que ce soit la famille qui remette le kit au secouriste qui va sauver des vies pendant les années prochaines. C'est aussi un très fort message. Le terrorisme ne gagnera pas. Pour chaque personne que vous avez tuée, on va en sauver 100. Aujourd'hui, en tant que secouriste, Eliashiv reçoit son propre kit de secours. Et c'est Eyal Tomer, dont la fille Bar a été assassinée par le Hamas, qui lui remet son kit. Dans ce kit, il y a tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qu'il y a dans une ambulance, quand vous voyez, il y a beaucoup de tiroirs dans l'ambulance, tous ces tiroirs ont été compactés dans un kit. Ça comprend un ballon d'oxygène, tout le matériel pour une réanimation artificielle, tout le matériel pour les bandages en cas d'hémorragie grave ou moins, pour les brûlures. Bar, notre fille, était si jeune. Sa vie s'est terminée à 25 ans seulement. Après son service militaire, elle a commencé sa vie à voyager dans de nombreux endroits, à parcourir le monde et à travailler dans des festivals en Europe.
Une vie remplie. Elle était sur le point de finir ses études supérieures à Bar-Ilan en psychologie. Partout où elle allait, elle était aimée. Elle touchait beaucoup de gens, elle était sensible, elle aimait la vie et elle faisait beaucoup d'activités en même temps. Elle adorait passer du temps avec ses amis, avec ses parents. Elle venait une semaine sur deux pour nous rendre visite, voir ses frères et sœurs. Et elle était vraiment dans la fleur de l'âge. Et tout s'est terminé si brutalement le 7 octobre. Des liens qui se tissent dans la douleur et la résilience. Des histoires émouvantes qui se déroulent ici à l'hôpital Shebat à la Chomère. Tous ces soldats ont le même sentiment. Après la blessure, la vie doit reprendre son cours. Et tous trouvent en eux une volonté incroyable de se surpasser. Pour beaucoup, cette résilience est nourrie par un désir profond de retrouver une vie normale et pour certains, de retourner servir aux côtés de leurs frères d'armes. L'optimisme, surtout les amis, la famille, tous les gens qui sont avec moi, il faut garder la tête hors de l'eau. En fin de compte, nous sommes ici pour nous-mêmes et nous devons être forts, ce qui nous renforce, moi et mes amis ici. Et ils essayent d'être aussi optimistes que possible. Reprendre sa vie en main, ce n'est pas oublier, mais apprendre à transformer ses blessures en force et son histoire en espoir. Ces soldats ont été brisés, mais ils se relèvent. Aujourd'hui, ces héros ne se battent plus seulement pour leur pays, mais pour leur avenir. Et on est toujours avec Sagi et Shachar. Merci messieurs d'être restés avec nous. D'abord, j'aimerais, on vous a quitté lorsque vous nous disiez que vous étiez en plein processus de réhabilitation où vous touchez quasiment le bout de ce processus de rééducation. Je vois une écharpe du Maccabi Haïfa. Qui est-ce qui est supporter d'ailleurs de cette équipe de foot, ou alors tous les deux, est-ce qu'on va vous voir jouer au foot? Shachar, nobody's perfect. Vous avez le droit de soutenir le Maccabi Haïfa. Je ne vous en veux pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on va pouvoir vous voir jouer au foot prochainement? Jouer au foot, ça m'étonnerait. Je joue plus au foot, non. Mais je suis revenu sur les stades comme spectateur. C'est un grand honneur. J'ai mon club qui est venu me rendre visite, et puis Barak Bahar et les autres joueurs. Et c'est vrai que c'est le meilleur club du pays, et j'en suis fier. Voilà. Écoutez, bravo à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans votre tête au moment de la blessure? Je vais commencer par Sagi. Vous avez combattu pendant plusieurs mois à Gaza et vous êtes rentré au Liban. La microseconde où ça se passe, dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Et il ne se passe pas grand-chose. Vous entendez une explosion, vous vous rendez compte que vous avez été touché par quelque chose. La première chose à laquelle vous pensez, c'est « Ok, c'est quelque chose de mauvais là qui arrive. Il faut tout de suite qu'on se tire, le plus vite possible. » C'est tout ce que vous pensez. Très vite, je suis parti. Je me suis préservé, j'ai commencé à regarder mes blessures, et très vite j'ai été rejoint par un infirmier qui m'a mis un garrot sur la jambe, et puis après l'évacuation. Mais c'est surtout comprendre en fait que voilà, c'est mal ce qui arrive, c'est pas bien, et qu'il faut maintenant commencer ce nouveau combat. Shachar, vous avez perdu 3 de vos hommes sur le terrain au moment de votre grave blessure à Gaza. Comment on peut aimer la vie, justement? Est-ce que vous avez un message d'espoir, justement, sur cela, sur le fait que vos hommes sont partis et que vous êtes toujours en vie et que vous vous battez tous les jours pour aimer cette vie? Oui, en tant que commandant, en commandant de compagnie, j'ai perdu Eitan Erkovitch et Tzvi Marans et Uri Borenstein, de mémoire bénie, 3 soldats. Et évidemment que je leur dois cette réhabilitation. Je dois revenir
à la vie et leur consacrerai, je consacrerai cela à leur mémoire pour reprendre mes fonctions en leur mémoire aussi. Et c'est ça mon moteur, c'est ça qui me fait avancer, c'est ce qu'ils auraient attendu de moi d'ailleurs. Il y a ce geste que vous avez fait, vous les avez salués de votre lit d'hôpital. Pourquoi ? Écoutez, pour moi, ça allait aller de soi. Ça a été au moment de mon sous-commandant, après ma blessure, au moment de son enterrement, c'était terrible. Avec l'aide de mon épouse, j'ai réussi à arriver sur une civière à l'enterrement, tout de suite après mon opération. Et pour moi, c'était évident, il fallait que je le fasse. Je voulais être là pour accompagner mon sous-commandant, vers sa dernière demeure. Sagui, on a parlé tout à l'heure des unités médicales qui sont sur le terrain même, mais on n'a pas parlé de tout ce système qui s'est mis en route après la guerre, de ces hôpitaux, de ces bénévoles, de ces infirmières dans les hôpitaux. Racontez-nous votre quotidien de tout ce personnel-là qui s'est mis complètement en ordre de bataille. C'est une guerre aussi qu'ils mènent. Eh bien, il y a en effet l'hôpital, d'un point de vue médical, professionnel. Ils m'ont sauvé la vie. Ils ont sauvé mon œil, ma jambe, et ils ont fait que j'ai cette possibilité de revenir à la vie. Et à un quotidien. Au-delà de ça, en réhabilitation ici, il y a les infirmières, les infirmiers, les bénévoles, plein de gens qui viennent aider. Et c'est magnifique de voir comment toute la population est des gens qui viennent chaque jour pour nous aider, pour nous amener à manger, ou qui nous envoient des lettres. Il y a des gens qui viennent simplement pour nous dire merci. C'est extraordinaire, c'est vraiment tellement touchant, ça donne une force incroyable. Et cela vous montre qu'il y a une raison à ce que vous avez fait. Et que même si vous avez fait des sacrifices, ça n'était pas en vain. Parce que voilà, c'est des gens qui sont là pour vous dire que c'était important ce que vous avez fait, qui sont là pour vous dire merci et qu'ils vous doivent la vie. C'est complètement fou en fait. C'est ça qui nous fait avancer, qui nous donne la force. Et puis il y a aussi l'amitié entre nous, l'un pour l'autre, les uns pour les autres. On se comprend les uns les autres, on est proches les uns des autres. Et c'est une partie intégrante de la réhabilitation d'être ensemble, tous les blessés de guerre. On est ensemble pour se soutenir aussi mutuellement. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes de la brigade 460 Shachar, vous, Sagui, vous êtes de la brigade Nahal 828. Vous ne vous connaissiez pas en fait avant votre blessure. C'est ça qui est beau. Moi, je suis 228, en effet, et on ne se connaissait pas. Tous les gens qui sont ici, je ne les connaissais pas avant. On a fait connaissance ici, c'est vrai aussi pour Shachar. Et en effet, quand vous arrivez ici, eh bien, tout le monde a eu la même destinée, tout le monde est blessé, tout le monde a vécu les mêmes choses. En fin de compte, les gens ici sont les seules personnes au monde qui peuvent vous comprendre en réalité, qui comprennent ce que vous vivez. Et on peut échanger nos impressions, nos sentiments, et on se sent tellement bien ensemble. Et sans remarquer, eh bien, les gens que vous rencontrez deviennent là vos meilleurs amis en fait. Shachar, est-ce que vous considérez comme le grand frère désormais de Sagui ? Ah, j'adorerais, oui. On est tous des grands frères, en fait. C'est vrai que je suis un des plus vieux ici, ça, il faut le dire. En réhabilitation, je fais partie des vieux. Et j'espère qu'on continuera à être amis, à s'accompagner, à s'entraider. Et pour les années à venir. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs qui sont en France, là actuellement, qui vous écoutent, c'est quoi cette notion? En hébreu, on dit « ach leneshek », frère d'armes. C'est quelqu'un avec qui tu vis des choses que tu n'as vécues avec personne d'autre. Des amis d'enfance depuis 20 ans, mais quand on rentre à l'armée et qu'on vit ensemble un processus de formation, d'entraînement, de difficultés qu'on vit ensemble, eh bien d'abord ça vous renforce, ça vous lie. Et après le 7 octobre,
les gens de tous les âges qui vivent là des combats ensemble, et qui mettent leur vie ensemble en danger et qui vivent ces poussées d'adrénaline. Cela crée un sentiment de fraternité, d'union. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ressemble à cela dans quelque lien que ce soit que vous vivez ailleurs dans la vie. Être frère d'armes, en fait, c'est quelque chose qui est évident pour tous ceux qui ont vécu des combats côte à côte. Et je pourrais rajouter un cas que j'ai vécu quand j'étais à Gaza. J'étais là avec mon meilleur ami de garde après, et puis il y a eu une attaque et on a perdu des soldats. Tzfir Firman qui a été tué, de mémoire bénie. Et ce moment-là, quand j'étais avec lui de garde, je lui ai dit au début, j'ai eu peur que ce soit lui qui soit blessé. Et en fait, j'ai eu ce vrai sentiment et je lui ai dit de tout cœur, si tu avais été blessé, eh bien j'aurais été prêt à prendre cette balle à ta place. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez nulle part ailleurs. C'est uniquement avec les gens sur le terrain avec lesquels vous êtes. Et je le lui ai dit, mais vraiment de tout cœur en fait, c'était complètement naturel. Un bon message pour terminer, effectivement, messieurs. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? À nous? Il n'y a rien à nous souhaiter. Juste une bonne santé. C'est tout. Il faut qu'on puisse se rétablir le plus vite possible, c'est tout. Tout le reste, ça suivra. La santé, une bonne santé, et qu'on puisse revenir servir le peuple d'Israël à l'armée en réserve, et une vie de famille normale, travail, bref, un quotidien, c'est tout. Pouvoir enfin revenir à une vie normale et calme, c'est la chose la plus importante pour moi. On se le souhaite tous. Merci également à Laurence Haroche d'avoir permis une volontaire de cet entretien et tout ce concept d'émission autour de la rééducation. Messieurs, le projet est lancé, on joue au foot ensemble dans quelques semaines, quelques mois. Shachar, je vous souhaite. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Très bonne soirée sur i24 News et bien évidemment on souhaite prompt rétablissement à tous ces soldats et ces soldates blessés sur le terrain, sur le champ de bataille.